Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous démystifie toutes les démarches légales qu'il faut faire pour faire l'école à la maison. Que vous ayez un enfant avec un parcours régulier ou un enfant à besoins particuliers, je vais tout vous détailler ça, donc restez avec moi pour savoir comment faire. Donc, première des choses, je vais vous parler un petit peu de moi, de ma famille et de pourquoi j'ai commencé à faire l'école à la maison. Donc, je suis maman de 8 enfants et j'en ai 5 qui restent à la maison. J'ai eu des difficultés avec ma commission scolaire parce que j'ai une enfant qui est atteinte du syndrome de Phelan-McDermid. C'est un syndrome super rare. Il y en a environ 3000 sur la planète en entier. Donc, c'est vraiment rare comme syndrome. Et elle a besoin d'un transport adapté. Et malheureusement, ma commission scolaire, ça fait 3 ans qu'elle refuse de me le donner. Donc, après moult démarches et tout, j'ai fini par lâcher la serviette avec eux autres et puis j'ai décidé de scolariser mes enfants à la maison. Tant qu'à avoir Ruth, qui est ma fille qui a ce syndrome, j'ai décidé de garder aussi Rosémée, qui, elle, n'a pas de syndrome quelconque, mais par contre est atteinte d'un TDAH avec un trouble modéré du langage et une difficulté d'accès lexical. Donc, ça ne l'empêche pas de faire un parcours régulier, mais par contre, elle a besoin d'adaptation. Et elle ne l'avait pas non plus. Donc, j'ai pas une super bonne commission scolaire, comme vous pouvez voir. Donc, ça me permettait de pouvoir donner beaucoup d'énergie à mes filles et c'est pour ça que j'ai décidé de faire l'école à la maison. Donc, j'ai un petit peu les deux parcours, donc celui du régulier et celui pour les besoins particuliers. Donc, quand j'ai voulu débuter, moi, j'ai trouvé ça super difficile au niveau des démarches légales parce qu'il n'y avait pas beaucoup de renseignements sur Internet. Il fallait fouiller, chercher. Ça m'a pris des heures pour être capable de tout démystifier ça. J'ai essayé de rejoindre justement ma commission scolaire, le ministère de l'Éducation. J'ai fait plusieurs démarches. Puis j'ai dû fouiller sur les sites internet du ministère de l'Éducation et c'est comme ça que j'ai fini en tâtonnant un petit peu à réussir à avoir des réponses ça et là, à attendre des retours d'appel, etc. Donc, je me suis dit que j'allais vous éviter ça et ceux qui sont intéressés, je vous explique toutes les démarches, comment faire, ça va être beaucoup plus facile. Donc, la première étape à faire pour commencer l'école à la maison, c'est l'inscription de votre enfant. Donc, il y a un département fait exprès pour l'enseignement à la maison au niveau du ministère de l'Éducation. Ça s'appelle la Direction de l'enseignement à la maison, le DEM. Et sur le site du ministère de l'Éducation, vous allez avoir un portail pour pouvoir faire l'inscription. Donc, vous créez un compte. Vous inscrivez chacun de vos enfants. Donc, si vous en avez plusieurs, vous devez faire plusieurs inscriptions séparées pour chacun de vos enfants. Et vous mettez le niveau où ils sont rendus, etc. Ils vont vous répondre aux questions. Une fois que ça va être fait, à ce moment-là, vous allez devoir envoyer un formulaire que vous allez trouver aussi sur le site du ministère à votre commission scolaire. Donc, pour les informer que votre enfant ne fréquentera plus l'école publique, mais qu'il va être enseigné à la maison. Pour ce faire, vous devez communiquer à votre commission scolaire, puis vous leur demandez le nom de la personne ressource qui s'occupe de l'école à la maison. Dans chaque commission scolaire, il y a une personne qui est attitrée à cette fonction-là. Donc, vous demandez le nom à la secrétaire, elle est au courant. C'est la démarche, je pense, la plus facile. Vous demandez à la secrétaire le nom de la personne qui est responsable de l'école à la maison, elle va vous le dire. Puis, vous allez juste demander son courriel et vous envoyer par courriel le document qui va mentionner que vous avez inscrit votre enfant à l'école à la maison, au département d'école à la maison. Donc, ça, c'est la partie la plus facile. Ce que je vous suggère dans chacune de vos démarches avec le ministère, laissez des traces papier. C'est super important, ou des traces numériques, mais il faut absolument que chacune de vos communications avec le gouvernement, que ce soit avec votre commission scolaire, avec la direction de l'enseignement à la maison, ou peu importe, il faut absolument que vous gardiez des traces. Faites-vous un dossier sur votre ordinateur ou faites-vous un dossier papier selon ce que vous êtes le plus confortable avec, pour justement
être capable d'avoir des preuves que vous avez bel et bien communiqué avec eux. Par expérience, ça fait 1 an seulement que je fais l'école à la maison et déjà ma première année, ils n'avaient pas reçu mes inscriptions alors que je les avais faites. J'avais fait imprimer la confirmation. Donc, quand ils ont communiqué avec moi pour me dire qu'ils n'avaient pas reçu mes inscriptions, etc., ben, j'ai été capable de leur fournir le document pour leur montrer que j'avais bel et bien fait et que j'avais eu un accusé réception, donc c'était leur système qui ne marchait pas. Donc, gardez toujours des traces des communications que vous avez avec eux. 3 étapes à faire dans l'année. La première étape doit se faire avant le 30 septembre et c'est ce qu'on appelle un projet d'apprentissage. Dans le fond, ce que c'est, je vous montre un petit peu. Ça va être un document comme ça qu'on trouve aussi sur le site du ministère de l'Éducation. Donc, c'est un document que vous allez remplir avec le nom de votre enfant, etc. Et vous allez devoir donner pour chaque matière ce que vous allez faire, les manuels que vous allez utiliser, etc. Et quelle méthode vous pensez utiliser pour faire l'enseignement. Par exemple, est-ce que vous voulez faire un enseignement plus classique? Donc, c'est un petit peu ce que moi je fais. Je suis un petit peu plus dans le classique, mais il y a différentes méthodes. Vous allez voir, il y a un guide pour les parents, pour faire l'école à la maison. Et à l'intérieur de ce guide-là, il y a ce qu'on appelle des philosophies d'enseignement. Donc, il y a plusieurs, par exemple, vous avez peut-être entendu parler de Charlotte Manson ou le unschooling, où il y en a d'autres, il y a le classique, où en tout cas, il y a plein de philosophies d'enseignement. C'est des méthodes qu'on va utiliser pour enseigner à nos enfants. Donc, vous pouvez lire les descriptifs sur le guide que je vous dis, que je vais mettre en lien aussi dans la barre de description. Vous allez pouvoir lire c'est quoi les différentes philosophies d'enseignement. Puis vous pouvez choisir une ou plusieurs. Vous pouvez même faire des mix de philosophies d'enseignement. Donc, ils vont juste vous demander qu'est-ce que vous allez utiliser, etc. Ça a l'air comme ça un petit peu compliqué, mais dans le fond, c'est vraiment simple. Ils veulent juste savoir comment vous pensez que vous allez vous y prendre pour enseigner à vos enfants. Donc, si vous n'êtes pas sûr de la méthode ou que vous pensez que vous allez utiliser différentes façons de faire, vous faites juste mettre que vous allez faire une méthode mixte et puis ça s'arrête là. Donc, c'est super, ça a de l'air compliqué, mais en réalité, ce ne l'est pas. Donc, vous allez remplir, dans le fond, le projet d'apprentissage, c'est vos buts. Qu'est-ce que vous pensez faire avec vos enfants? Est-ce que vous voulez faire des sorties? Est-ce que vous voulez faire des projets? Est-ce que vous avez, différentes façons. Vous écrivez ça. En plus de chaque matière, vous allez détailler comment vous allez faire, quel genre de manuel, par exemple, vous allez utiliser. Donc, vous avez jusqu'au 30 septembre pour fournir ça au gouvernement. Donc, pour vous aider aussi au niveau de l'enseignement, ça, c'est pas une démarche à faire, c'est vraiment juste pour vous aider, vous. Il y a sur le site aussi du gouvernement, du ministère, il y a ce qu'on appelle les domaines de compétences. Donc, comme par exemple, ici, j'ai le domaine des langues. Je l'ai fait imprimer, mais c'est vraiment pas obligatoire parce qu'il y a énormément de pages. Donc, ils vous disent un petit peu, ils vous expliquent un petit peu comment ça doit se passer, etc. Et à la fin, vous avez un genre de bilan de ce que votre enfant devrait être capable de faire, à quel cycle il est rendu. Par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au primaire, on a 3 cycles. Le premier cycle, c'est première, deuxième année. Le deuxième cycle, c'est troisième, quatrième année. Et le troisième cycle, c'est 5e et 6e année. Donc, ici, vous allez voir, par exemple, si je lis ici, récit en 3 temps, début, milieu et fin. Donc, on dit que ils doivent l'apprendre en première, au premier cycle et au deuxième cycle. Donc, normalement, à la fin du deuxième cycle, ils sont supposés d'être capables de faire un récit avec un début, un milieu puis une fin. Donc, ils sont capables d'écrire une petite histoire. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça peut vous guider un petit peu.
Par contre, ce que je vous dirais, c'est que ça, c'est très technique, mais si vous allez acheter des manuels scolaires, dans des magasins qui sont faits pour ça, vous allez voir que la majorité, tous les manuels scolaires qui sont vendus sont conformes au programme d'enseignement, c'est-à-dire sont conformes avec ça ici. Donc, ça veut dire que si votre enfant est rendu en 4e année, par exemple, si vous achetez un manuel de français de 4e année, normalement, tout ce qui est dans le manuel va couvrir toutes les exigences du ministère. Troisième étape, après avoir inscrit nos enfants, fait le projet d'apprentissage, il va rester le bilan de mi-parcours et le bilan de fin de projet. Les deux se ressemblent vraiment beaucoup, c'est juste que le mi-parcours, c'est en milieu d'année scolaire et le fin de projet, c'est à la fin de l'année scolaire. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un genre de bulletin, entre guillemets, qu'on va faire à nos enfants. C'est une évaluation. Donc, on s'est fixé des objectifs dans le projet d'apprentissage et là, on doit écrire au ministère comment ces objectifs sont en voie de réalisation ou est-ce qu'ils se sont réalisés. Par exemple, un enfant de première année, qu'on dit que d'ici décembre, elle va être capable de lire des mots simples, est-ce qu'en bilan de mi-parcours, est-ce que notre enfant a réussi cet objectif-là? Et puis, si on a mis un objectif plus gros, que ça va prendre l'année à se réaliser, est-ce qu'on est en bonne voie? Qu'est-ce qui montre que l'objectif est en train de se compléter et qu'on est en train de le réaliser? Par exemple, l'enfant est capable maintenant de lire des syllabes, est capable de lire des mots simples, etc. Bon, vous voyez un peu l'idée. Donc, c'est ça les bilans de mi-parcours et le bilan de fin de projet. Au bilan de fin de projet, donc à la fin de l'année, vous allez joindre, vous n'êtes pas obligé de joindre, mais vous pouvez joindre un portfolio. C'est-à-dire que vous allez avoir récolté des travaux, des petites évaluations que vous allez avoir fait passer à vos enfants pendant toute l'année scolaire. Et puis, dans le fond, vous allez les soumettre soit à votre commission scolaire, à la personne qui est responsable de l'enseignement à la maison, ou soit à votre personne ressource à la direction de l'enseignement à la maison. Donc, c'est à un ou à l'autre. Ou vous pouvez aussi choisir de payer un professeur qui a sa licence de professeur et qui va faire passer des évaluations à votre enfant. Ça, c'est à votre charge, évidemment. Ou encore, vous pouvez demander à la commission scolaire de faire les évaluations de votre enfant. C'est-à-dire qu'ils vont vous faire des examens, faire à votre enfant, évidemment. Et puis, ils vont devoir vous fournir des documents préparatoires quelques semaines avant l'examen pour que vous puissiez faire pratiquer, pour que votre enfant ne soit pas pris au dépourvu quand il va avoir son examen fait par la commission scolaire. Donc, vous avez plusieurs méthodes d'évaluation en plus de votre projet, de votre bilan de fin de projet où vous allez mettre vos observations par rapport aux objectifs que vous étiez fixés et puis par rapport à la progression de votre enfant. Donc, il y a deux programmes pour les enfants à besoins particuliers. Il y a le programme CAPS et le programme DIP. Le programme CAPS, c'est pour des enfants qui ne sont pas capables de suivre le rythme d'un apprentissage du régulier, mais par contre, qui sont quand même capables d'apprendre des notions du régulier. Donc, sont quand même capables d'apprendre des éléments théoriques. Ils peuvent apprendre, ils vont peut-être avoir beaucoup de difficultés, mais par contre, ils vont être capables d'apprendre des mots simples, d'apprendre à compter, d'apprendre à lire, etc. Mais ça va leur prendre beaucoup plus de temps que quelqu'un du régulier. Par exemple, quelqu'un qui aurait une forme d'autisme un peu plus sévère, qui ne serait pas capable d'aller au régulier, mais qui est quand même capable d'apprendre et de mettre en pratique, c'est juste que c'est plus long, il va aller dans un programme CAPS. Ici, le DIP, c'est les enfants qui ont des déficiences intellectuelles profondes. Donc, le théorique
si je peux dire, comme l'apprentissage de la lecture ou d'apprendre à compter, apprendre les chiffres, etc., c'est pas possible dans le DIP. Donc, on est plus dans des enfants comme plus lourdement handicapés. Donc, c'est deux programmes qui sont différents, mais qui sont complètement différents du régulier. Donc, quand vous allez faire votre projet d'apprentissage, il y a une case qui, dans le fond, que vous pouvez cocher, qui est est-ce que vous demandez une exemption au programme régulier pour votre enfant? Donc, si vous avez un enfant qui a des besoins particuliers qui ne peut pas aller au régulier, à ce moment-là, vous cochez la case. Donc, ça vous dispense de lui donner des cours de français, de mathématiques, etc. Ils vont vous demander ensuite est-ce que ça va être en CAPS ou en DIP. Peut-être que vous ne le savez pas. Moi, au début, j'avais une bonne idée, mais je ne savais pas trop c'était quoi le CAPS. Donc, il a fallu que je me familiarise un petit peu avec pour savoir c'était quoi la différence. Mais en réalité, si votre enfant a déjà été scolarisé en école publique, il devait être dans un ou l'autre de ces programmes. Donc, vous pouvez demander à l'école de votre enfant dans quel programme il était. Ça va vous donner une bonne idée, fait qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir cocher qu'il va être en CAPS ou en DIP. Évidemment, la direction de l'enseignement à la maison vont vous demander les pièces justificatives. Donc, de toute façon, votre école publique, vous avez déjà demandé des rapports médicaux ou des rapports de professionnels de la santé, etc., qui les dirigeaient vers un programme ou l'autre. Donc, vous avez juste à redonner les mêmes rapports à la direction de l'enseignement à la maison pour justifier le fait que vous ne fassiez pas un enseignement régulier. Parce qu'évidemment, au Québec, l'enseignement, l'instruction est obligatoire. Pas l'école publique, mais l'instruction est obligatoire. Donc, normalement, tout le monde devrait recevoir un enseignement, donc le régulier. Sauf que quand c'est pas possible parce que nos petits cocos ont des particularités, ben à ce moment-là, il y a des programmes spéciaux qui existent pour eux. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on puisse le justifier qu'on ne leur donne pas l'enseignement régulier. Donc, comme je vous disais, dans les deux programmes, vous allez voir, tantôt je vous ai parlé du programme d'enseignement avec les domaines qu'il y avait. Bien, c'est un petit peu la même chose pour nos programmes particuliers. Là, je vais vous parler du DIP parce que c'est celui que ma fille est dedans, donc je le connais un peu plus. Mais c'est la même chose pour le CAPS. C'est le même principe, c'est juste que les cases sont différentes, si vous voulez. Donc, par exemple, en DIP, on va parler de, par exemple, il y a 6 domaines, OK? Puis les domaines, par exemple, c'est agir efficacement sur le plan sensorimoteur. Donc, on voit qu'on n'est pas dans le français ou dans les mathématiques du tout. Là on parle d'essayer de se bouger efficacement. Là. Donc, ou s'engager dans des activités de son milieu, ça veut dire la participation sociale, etc. Donc, on n'est vraiment pas dans le français, les mathématiques, etc. On essaye de les rendre le plus autonomes possible dans une vie fonctionnelle. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable de s'habiller, est-ce qu'on est capable de se faire à manger, etc. Donc, on est dans ça ici, là, dans ces programmes-là. Donc, il y a 6 catégories dans le DIP. CAPS, je ne me souviens plus combien il y en a, mais c'est à peu près similaire là, dans les... vous allez voir, là, il y a des... Ça ressemble à tous les autres programmes d'enseignement. Dans le fond, celui que je vous ai montré, comme celui en langue ici, il y avait des exigences pour chaque... tu sais, comme par exemple en français, il y a communiquer oralement, ça c'est une case, l'autre c'est à l'écrit, etc. Bon, ben là-dedans, il y en a 6, puis là-dedans, je ne sais pas par exemple, parce que lui, je ne le connais pas par cœur. Donc, on va travailler à l'intérieur, ça va nous être écrit aussi c'est quoi, ça va nous guider. Donc, qu'est-ce qu'on attend, c'est quoi les mesures qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on attend un petit peu dans ce genre de domaine-là. Donc, encore là, ça vous donne des pistes comment organiser vos activités. Évidemment, il n'y a pas de manuel pour nos cocos en CAPS ou en DIP. Donc, peut-être en CAPS, il pourrait y en avoir les enfants qui sont quand même capables de faire des apprentissages, par exemple avec les couleurs, les lettres, etc. On peut aller chercher des manuels selon le niveau scolaire où ils sont rendus.
mais c'est juste qu'ils ne seront pas rendus, par exemple, selon l'âge, ils ne seront peut-être pas rendus au bon niveau. Mais au niveau du DIP, il n'y en a pas du tout. Parce que nos enfants ne sont pas capables. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est de bâtir un programme d'enseignement qui est personnalisé à notre enfant et on va le faire en fonction des critères qui sont donnés dans le programme d'enseignement DIP ou CAPS. Donc, pour ce faire, vous avez déjà des spécialistes, souvent qui vont suivre vos enfants, l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le physiothérapeute, la technicienne en éducation spécialisée ou d'autres spécialistes comme ça. Ils vont souvent vous donner des exercices à faire, des activités à faire avec vos enfants, etc. Puis, si vos enfants ont déjà été scolarisés au public, vous êtes sûrement familier avec les plans d'intervention dans ces deux catégories et vos intervenants sont souvent aussi invités et ils vont donner des pistes à l'enseignant pour quoi faire avec votre enfant. Donc, c'est la même chose à la maison avec un enfant à besoin particulier. On va aller avec ses besoins, ce qu'il a besoin de travailler pour justement progresser le plus possible vers une certaine autonomie. Donc, ça peut être travailler sa motricité fine. Donc, on va aller chercher des exercices qui vont travailler la motricité fine. Donc, vous pouvez en inventer. Vous pouvez en trouver aussi sur Pinterest, par exemple. Il y a beaucoup d'idées pour travailler la motricité fine ou la motricité globale, le langage, en tout cas. Tu sais, il y en a beaucoup. Puis, comme vous allez voir, vous n'allez pas être tout seul. Parce qu'une fois que vous allez avoir fait vos inscriptions et tout ça, on va vous attitrer quelqu'un qui a de la direction de l'enseignement à la maison qui va vous suivre tout au long de l'année. Puis même si vous continuez, la personne va vous suivre juste à temps qu'elle change de poste. Là. Mais en tout cas, elle peut vous suivre plusieurs années. Puis elle va vous guider, elle peut vous donner des idées d'activités, elle peut même en créer pour vous aussi. Des fois, si vous n'êtes pas capable, elle peut vous donner créer des activités pour vous selon le besoin de votre enfant, etc. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes pas tout seul, vous allez avoir de l'aide. Vous pouvez demander aussi à vos spécialistes de vous donner des idées d'activités pour aider votre enfant, pour le stimuler le plus possible. Donc, c'est la particularité de ces deux programmes-là, c'est qu'on est un petit peu plus, c'est moins structuré dans le sens où c'est que on n'a pas un cahier d'exercice, puis on suit le cahier, puis qu'on apprend ce qui est dedans. Donc, on a plus d'efforts à faire ici en tant que parent, parce qu'il faut vraiment qu'on monte des programmes adaptés, qu'on les travaille. C'est un petit peu des essais-erreurs. Est-ce que notre enfant aime ça? Est-ce qu'il réagit bien à cette activité-là? Il veut rien savoir? Bon, on change, etc. Donc, c'est la particularité des deux. En dehors de la particularité au niveau des programmes d'enseignement, le restant des démarches sont exactement les mêmes. Donc, les 4 étapes que je vous ai dit, l'inscription, le projet d'apprentissage, le bilan de mi-parcours et le bilan de fin de projet, bien, tout ça, ça reste le même pour vos enfants à besoins particuliers. Okay? La seule petite chose qui est différente, c'est qu'étant donné que on n'a pas de cahier d'exercice pour les évaluer. On n'a pas non plus d'examen qu'on peut faire passer. Mais à ce moment-là, eux autres, c'est plus difficile de savoir est-ce que notre enfant a eu une progression dans son année sur les choses sur les buts qu'on s'était fixés. Donc, ce qu'ils ont créé, ça s'appelle un bilan d'une activité. Et puis, par exemple, on va mettre le nom de l'activité. Et on va choisir dans quelles compétences est-ce que c'est. Tantôt, je vous ai parlé qu'il y en avait 6 ici au niveau du DIP. Bien, ils se retrouvent ici. Et puis, on va cocher, dans le fond,
ce qu'on veut travailler dans l'activité qu'on a choisie. Par exemple, si je veux travailler au niveau sensoriel, que je fais des bacs sensoriels, bien à ce moment-là, je vais écrire bac sensoriel, puis on va écrire c'est quoi qu'on recherche au niveau du bac sensoriel. C'est quoi le but recherché, pourquoi on le fait. Et ensuite, on va écrire les dates à laquelle on le fait, comment l'enfant réagit, est-ce qu'on voit une progression ou pas vis-à-vis du but qu'on s'est fixé dans cette activité-là. Donc, on a quelques documents comme ça à remplir au fur et à mesure de l'année qui vont donner, dans le fond, une idée de la progression de notre enfant dans les programmes particuliers qui sont le CAPS et le DIP. Donc, ça fait le tour des 4 étapes légales qu'il y avait à faire au niveau de l'école à la maison. J'espère que ça a pu vous renseigner sur les démarches à faire pour le régulier et pour les programmes pour les enfants à besoins particuliers. J'espère aussi que ça va pouvoir vous être utile, que vous allez que ça va vous faciliter la vie. Il y a beaucoup de choses dont j'ai parlé qui vont être en lien dans la description en bas de la vidéo. Donc, si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu. Ça me permet de savoir si vous avez aimé le contenu ou pas de mes vidéos. Et aussi, vous pouvez vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications. Donc comme ça, vous allez être sûr de ne pas rater les vidéos que je vais mettre en ligne. Les prochaines vidéos, il y en a une qui va être consacrée justement à la planification et à l'organisation de l'année scolaire. Donc pour quelqu'un qui débute, ça va être plus facile. Ça va vous expliquer comment vous pouvez planifier toute votre année. Donc ratez pas cette vidéo-là. Elle va être très très utile aussi. Donc, j'espère que ça vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir.